Bon, alors avant de laisser la parole à Madame Hélène Mialon-Burga, maire de Mondeville, pour faire un mot de bienvenue, je vais vous résumer un petit peu la conférence, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Notre objectif, c'était d'abord de montrer que le club de Mondeville pouvait, au-delà de jouer au basket et de promouvoir le sport féminin en général, pouvait aussi à un moment inviter des personnalités pour venir réfléchir sur la féminisation du sport et surtout la féminisation des instances sportives, des dirigeantes. Comme vous le savez, aujourd'hui, 24 janvier, c'est la journée du sport au féminin. 24 heures de sport au féminin. Vous allez voir beaucoup de sport féminin à la télévision. Et on a profité de cette journée pour faire deux choses. Une conférence qui va commencer dans quelques instants et la création du club de l'USOM+, qui sera donc le club entreprise, le club service de l'USOM, qui va venir aider ce club qui nous tient à cœur. Il va venir l'aider dans ses démarches d'entreprise, ses démarches de collecte de fonds, de communication et de promotion. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas, du coup, je vais vous présenter Régina Dutac, qui est devenue présidente de l'USOM il y a maintenant un peu plus d'un mois, et qui représente une exception dans le sport français, Boris Helleux, qui est juste à ma droite, maître de conférence à l'UFR STAPS, c'est l'école des professeurs de sport, va vous résumer dans quelques instants ce que sport au féminin veut dire en France, et croyez-moi, il y a des choses à dire. Alors comme on est un peu ambitieux à Mondeville, eh bien avec l'accord de Madame le maire, qui nous fera un mot de bienvenue, on s'est dit que c'était bien de faire venir deux ministres, pas une, deux, et deux femmes ministres pour nous parler justement du sport au féminin et de la femme, la place de la femme dans le monde et la place de la femme dans le monde sportif. Donc nous avons la chance d'accueillir Valérie Fournéron qui préside cette table. Je la remercie énormément d'être là, ça me fait très plaisir de la retrouver. On s'est connus il y a quelques années et on a vu son parcours exceptionnel en tant que dirigeante, maire de Rouen, spécialiste, présidente de la Commission internationale de lutte contre le dopage, enfin des titres exceptionnels mais qu'elle mérite vraiment. Et puis évidemment, deuxième ministre Nicole Hamelin, députée du Calvados, qui nous fait le plaisir d'être là aussi aujourd'hui et qui nous parlera, elle, de son action à l'ONU et de l'interaction que peuvent avoir les instances internationales pour la place de la femme et la parité dans le monde. Sylvain-Henri Cissé, alors un petit mot sur lui, évidemment c'est son idée, la conférence. C'est lui qui m'a dit en tant que président de Sport et Démocratie, quand il est devenu partenaire du club de Mondeville, il m'a dit écoute, on pourrait faire une conférence, on pourrait organiser quelque chose qui nous permette de parler du sport au féminin. C'est incroyable que ce soit la première fois qu'une femme devienne présidente d'un club professionnel de basket féminin. Alors on devrait en parler, c'est grâce à lui qu'on est là et il nous dira tout à l'heure en quoi Sport et Démocratie, son club de réflexion, aide justement tout le monde à mieux réfléchir et à mieux appréhender la problématique des femmes, du sport et des femmes. Et en la place la plus extrême par rapport à moi, Sophie Gauguin, qui est conseillère régionale, puisque Madame Mialon-Burga est conseillère régionale, et qu'on a souhaité, et je vais conclure là-dessus, faire que la parité aille jusqu'au bout, au moins dans les couleurs et les tendances politiques, puisque Sport et Démocratie, ça s'adresse à tout le monde. Nous avons donc une ex-ministre socialiste, nous avons une ex-ministre de droite, nous avons un conseiller régional de droite et une conseillère régionale de gauche, et nous sommes très fiers de vous présenter cette palette de talents aujourd'hui. La parité, en tout cas, n'est pas respectée, nous n'avons que 2 garçons, mais ils comptent au moins pour 5. Je vais laisser la parole à Madame Mialon-Burga pour vous souhaiter la bienvenue. On se disait pour une fois qu'elle n'est pas respectée dans ce sens-là, voilà, on peut s'en réjouir. Donc, écoutez, juste un tout petit mot de bienvenue pour effectivement vous souhaiter la bienvenue dans cet équipement,
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une salle qui a été construite en 1999, justement, quand l'équipe féminine de basket de Mondeville est arrivée au meilleur niveau. Et puis l'équipe aussi de tennis de table, à l'époque nous avions aussi une équipe de tennis de table qui tournait bien, et donc de l'autre côté il y a aussi une salle de tennis de table. Donc je vais commencer par remercier, je vais le refaire, je l'ai fait individuellement, mais la présidente, bien sûr, Régina Dutac, et puis Sylvain Henri Cissé pour l'organisation de cet événement. C'est une première ici. On joue au sport, on accueille tout type de sport, on ne fait pas seulement du basket, on a les championnats UNSS, championnat de France UNSS, il se passe beaucoup de choses, mais alors une conférence, c'est vraiment la première fois. On a eu un concert, on a eu un concert l'année dernière, mais une conférence, c'est tout à fait innovant, on pourra s'en inspirer. Je vois que tout le monde est bien installé, donc j'y penserai pour la suite. Merci à Olivier Linaud de m'avoir inspiré cela. Donc merci beaucoup pour cette invitation et pour cette réunion ici. Alors je crois que ça a un vrai sens, parce que ça se fasse ici à Mondeville, et à un double titre. D'abord parce que la ville de Mondeville a toujours été à regarder avec beaucoup d'attention le sport au féminin. L'équipe de basket emblématique, qui a joué au meilleur niveau européen, pas cette année malheureusement, on espère que ça reviendra, mais il y a quelques années nous étions au niveau européen, et la ville a porté depuis le départ, depuis très longtemps, cette équipe pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Elle continue de la porter. Nous avons aussi une excellente équipe de tennis de table, je le disais, c'est terminé, mais enfin nous avons aussi accompagné ce sport au féminin. Et avec mon adjointe au sport, à chaque fois que nous le pouvons, nous accompagnons, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, le sport au féminin, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple et qu'il faut demander au club de faire en sorte que les femmes, avec toutes les contraintes qu'elles ont, puissent aussi accéder aux pratiques sportives. Et puis emblématique aussi parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, Régina Dutac est arrivée, le club s'est féminisé, le club, en tout cas dans sa partie dirigeante, gouvernance, a vraiment tourné une page il y a depuis quelques mois. L'ancien président est parti, il a fallu reconstruire, et c'est vrai qu'avec l'aide d'Olivier Linaud, on a choisi un créneau un peu différent, qui est celui de la féminisation. Donc l'idée a germé, on l'a travaillé ensemble, on a mis du temps, parce qu'il fallait trouver des femmes, et il n'y en a pas tant que ça, mais je vois Caroline Aubert qui est là, et tout ça a été discuté, on a travaillé, et voilà, Régina Dutac est ici, à mes côtés, je la remercie d'avoir accepté cette lourde responsabilité, parce que c'est quand même un investissement personnel extrêmement important. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui prennent ce type de responsabilité. Mais voilà, nous avons la seule femme présidente de la Ligue de basket, je ne dis pas de bêtises, je crois que je l'ai lu. Et moi, je m'en réjouis. Je pense que c'est extrêmement, dans ce passage que nous devons faire dans ce club et dans l'image que nous voulons donner du sport de haut niveau, et c'est tout à fait moderne, c'est tout à fait dynamique, et ça correspond bien à ce que nous, à Mondeville, nous avons envie de faire autour de ces questions. Donc merci pour tout cela. Merci d'être venu pour écouter chacun s'exprimer autour de ces questions. Et puis voilà, j'en reste là. J'en profite pour ceux que je n'aurais pas vu pour leur souhaiter mes meilleurs vœux. On peut encore y paraît jusqu'au 31 janvier. Donc mes meilleurs vœux pour l'année 2015. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer la conférence. 2 temps dans cette conférence. Un temps d'allocution où Boris va d'abord, en une vingtaine de minutes, vous allez voir, nous rebrosser un petit peu la place de la dirigeante sportive, les constats et les enjeux. Ensuite, chacune de nos intervenantes et de nos intervenants pourront bien sûr intervenir pour pouvoir apporter son propre témoignage à tout ce qui aura été dit. Et puis, deuxième partie, une partie débat, où là, bien sûr, vous aurez la parole, vous pourrez interroger notre auditoire, et puis nous, on pourra s'interroger les uns les autres, et vous allez voir qu'il y a des choses à se dire, mais pour l'instant, c'est Boris qui va nous en dire le plus. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation à participer à cette conférence. Je dois relever un incroyable défi, c'est-à-dire vous présenter en un petit peu moins de 20 minutes une problématique d'une incroyable richesse et complexité. Car si on cherche à présenter la problématique de la femme dans le sport, on peut remonter
plus d'un siècle d'histoire, si on veut faire les citations un petit peu misogynes du baron Pierre de Coubertin, ou disons au moins 20 ans si on s'axe sur les initiatives volontaristes pour favoriser la féminisation du sport. Je dis 20 ans car en mai 1994 se tenait la première conférence internationale sur les femmes et le sport à Brighton, à l'initiative de pays nordiques et anglo-saxons. 84 pays représentés, mais pas la France. Mais pas la France. Et d'ailleurs, hein, Thierry Braillard vient de signer avec Pascal Guaster la déclaration de Brighton qui vise, entre autres objectifs, à encourager la participation des femmes dans le sport et assurer une meilleure représentation des femmes à tous les niveaux, dans tous les sports, y compris dans les rôles de direction. Alors, c'est un problème d'une grande complexité, je vous disais tout à l'heure. En général, lorsqu'on parle de femmes et de sport, on s'intéresse à la pratique. Vous avez ici simplement les fédérations olympiques et affinitaires, où vous avez le plus de licenciés. Alors vous allez retrouver bien entendu la Fédération française d'équitation. Je vous rappelle ce titre de film avec Marina Hans, qui s'appelait un sport de filles. On sait que la pratique sportive se féminise. Hein, en 2010, pardon, 87% des femmes déclaraient pratiquer une activité physique et sportive. Et le nombre de femmes licenciées a considérablement augmenté entre 2008 et 2012, plus vite que les hommes d'ailleurs. Alors, quelle est la fédération la plus féminisée? Ce n'est pas une fédération olympique, c'est la fédération de twirling bâton, avec 93% de licenciés femmes. Je serais curieux d'ailleurs de savoir quels sont les 7% d'hommes, mais bon. Parmi les fédérations les moins féminisées, on va trouver bien entendu, le football et le rugby. Alors, le football, parce qu'il y a beaucoup de licenciés, mais il y a tout de même 78 500 licenciés féminines, avec d'ailleurs une stratégie très volontariste de la part de la Fédération française de foot, qui vise les 100 000 joueuses d'ici 2016. Lorsqu'on parle de femmes et de sport, on parle également de la médiatisation. L'année dernière, à la même époque d'ailleurs, les 24 heures du sport féminin avaient permis de diffuser en un week-end quasiment 60 heures de sport féminin. Je vous mets ici les volumes. En 2012, 7% des retransmissions sportives étaient du spectacle sportif féminin. On est passé à 15% l'année dernière. On se pose souvent la question de savoir si le sport féminin n'est pas diffusé parce qu'il serait moins intéressant. À en croire les sondages d'opinion, ça n'est pas le cas. Et je vous rappelle par exemple ces excellents chiffres d'audience, notamment sur la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée en France, avec 2,1 millions de téléspectateurs sur France 4 pour la demi-finale. Je pourrais aller un peu plus loin dans les explications, mais je vais avancer. Pour en arriver finalement à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, celle de la femme dirigeante dans le sport, en vous rappelant ces chiffres, je ne sais pas si vous les connaissez. Si on s'intéresse plus particulièrement aux fédérations olympiques, vous allez vous apercevoir que sur 297 membres élus, il n'y a que 71 femmes, soit 23%. C'est une légère régression, enfin, une femme en moins depuis l'année 2009. Et si l'on s'intéresse aux postes clés, notamment aux présidentes, et plus particulièrement sur les fédérations olympiques, vous n'avez qu'une seule présidente de fédération olympique. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter aujourd'hui à la télé, à la radio, puisqu'elle est partenaire de l'événement. C'est Isabelle Lamour, hein, la présidente de la fédération d'escrime. C'est pas un constat récent, hein, depuis au moins 2003, dans les travaux d'une universitaire qui s'appelle Caroline Chimot, on pouvait accéder à ces données, et vous voyez que finalement la proportion des femmes tend à se réduire au fur et à mesure que l'on progresse dans les échelons de la décision. Vous avez ici une magnifique illustration de ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire les difficultés particulières que rencontrent les femmes pour accéder aux postes de responsabilité. Alors,
pour aller au-delà du constat, peut-être 2-3 éléments d'explication. Pour les femmes, la contrainte, elle est souvent temporelle. Parce que il y a le travail domestique qui doit se cumuler avec une activité professionnelle. Et dans les enquêtes de Caroline Chimot, qu'est-ce qu'elle parvient à montrer? C'est que les dirigeants hommes sont en général mariés et les dirigeantes femmes sont en général célibataires. Ça veut dire que pour pouvoir se consacrer à cette activité de dirigeante, eh ben, il faut libérer du temps. Et d'ailleurs, les quelques femmes qui sont mariées concèdent qu'elles n'ont pu s'engager dans ces activités de direction qu'avec le soutien de leur mari. Dès 2004, vous avez un rapport, dit le rapport dédié, dirigé par Brigitte Didier, qui fait partie d'ailleurs du club Sport et Démocratie, qui essaie d'avancer quelques propositions pour promouvoir la féminisation du sport. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2004, il y avait cet objectif de 4 ans qui avançait les objectifs suivants. Promouvoir la prise de responsabilité dans les clubs. On pourra en discuter tout à l'heure avec Madame la Ministre, mais ça a été en partie fait. Mettre en place et suivre un tableau de bord des fédérations. C'est vrai que dans les données livrées tous les ans par, par le ministère, vous avez dorénavant une page sur les statistiques des femmes dirigeantes et aussi diffuser un rapport annuel sur la féminisation du sport. Autre objectif, accompagner les prises de responsabilité, créer un réseau officiel des femmes dirigeantes. Sauf erreur de ma part, il n'existe pas encore, alors sauf à considérer Femix Sport comme un réseau, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Mettre en place un plan de formation et parrainer les nouvelles dirigeantes. Un peu plus tard, en 2011, vous avez eu un rapport du Sénat dirigé par Madame Michèle André, fait au nom de la délégation aux droits des femmes. Et la deuxième partie de ce rapport s'intitule « Égalité des femmes et des hommes dans le sport, comme dans le marathon, ce sont les derniers mètres les plus difficiles ». Et je crois d'ailleurs que c'est un petit peu la situation actuelle, puisque le constat est posé, on a déjà identifié énormément de solutions, mais on a encore du mal à les concrétiser. Ici, vous avez par exemple quelques recommandations de la délégation sélectionnées précisément pour promouvoir l'accès aux femmes à ces postes de direction. Favoriser un équilibre entre les hommes et les femmes dans l'encadrement. Assurer une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes. Ça, c'est peut-être un des points les plus importants. Substituer le scrutin de liste au scrutin uninominal, parce que les hommes votent pour les hommes et répercutent ainsi la domination masculine. Et enfin, encore une fois, créer un réseau officiel des femmes dirigeantes. Alors, là, j'ai posé un constat assez général et on peut se dire que finalement, la solution doit venir du législateur qui doit obliger les fédérations à féminiser ces troupes. Mais les textes existent déjà. Alors certes, ils sont récents, c'est août 2014 et ils concernent à la fois les fédérations et à la fois les associations sportives. Pour le dire très très vite, 25% de femmes licenciées, on doit viser la parité, c'est-à-dire au moins 40% des sièges pour les femmes. En ce qui concerne les associations sportives, là on doit, disons, refléter la composition de l'Assemblée Générale, c'est-à-dire les adhérents à un club. Ça, c'est en ce qui concerne le code du sport. Je voudrais aller un peu plus loin que le constat fait sur la femme dirigeante dans le cadre des fédérations sportives, parce que de mon point de vue, la femme dirigeante, c'est aussi celle qui prend des décisions, notamment dans ce qu'on appelle le sport business, et dans ma bouche, il n'y a aucun caractère péjoratif. Je parle par là donc des femmes qui travaillent dans le privé et qui assument des fonctions de direction, de décision. Alors ça a été difficile de sélectionner ces photos, mais par exemple il faut savoir, de gauche à droite, Alexandra Boutelier, c'est la directrice générale du Stade de France. Voilà. Florence Ardouin, c'est la directrice générale de la FFF. Et elle fait bouger énormément de choses à l'intérieur de cette structure. Caroline Jeanne-Solène, c'est la directrice marketing de l'Olympique Marseille.
Brigitte Dédier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, assume maintenant le rôle de directrice de la Ryder Cup qui va se dérouler en France en 2018. Nathalie Sergent, c'est la directrice hospitalité et billetterie du tournoi Roland-Garros. Enfin, Guillemette, j'ai oublié son nom de famille, et la directrice de la communication de l'Euro 2016. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le privé, on peut identifier des initiatives qu'on pourrait éventuellement appliquer dans le cadre du sport fédéral. Par exemple, il y a un réseau des jeunes nouveaux cadres dans le domaine du sport business. Ils sont 290 dans le réseau Esprit Sport, 77 femmes. Voilà, on dépasse les 25%, mais on en reste à ce fameux plafond de verre. Un autre réseau qui s'appelle Les Essentiels, c'est un réseau qui fonctionne par cooptation, qui compte 70 membres uniquement femmes, qui échangent sur leurs problématiques de femmes au sein du sport business. Alors, cela étant dit, il faudrait avancer quelques propositions pour amorcer le débat qui va suivre. Il en existe déjà au moins 60, puisqu'à l'initiative du club de basket de Bourges se sont tenus les premiers états généraux du sport féminin en mai 2013, et un an après, en présence de la ministre Najat Vallaud-Belkacem, se sont tenues donc ces fameuses 60 propositions pour le sport féminin en équipe à l'INSEP. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas toutes vous les citer, j'en ai simplement sélectionné quelques-unes pour amorcer le débat. La création d'un observatoire du sport féminin, hein, c'est-à-dire faire un recensement pointu, précis, régulier du nombre de femmes dirigeantes dans les associations et les fédérations. Quelque chose qui pourrait intéresser le club de basket de Mondeville, rendre le sponsoring plus attractif fiscalement pour le sport féminin. Je crois que ça vous intéresse, ça, du coup. Mettre en place une gouvernance plus démocratique, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, favoriser le scrutin par liste. Identifier, valoriser et former les joueuses qui souhaitent s'investir dans leur discipline après leur carrière. Elles ne sont pas toutes au courant qu'elles peuvent devenir dirigeantes, présidentes. Il faudrait mettre en place des moments d'échange, de formation pour les inciter à s'investir dans les clubs et les fédérations. Mettre en avant les femmes dans le sport, et c'est-à-dire pas seulement les dirigeantes, parce qu'il y a des arbitres, des techniciennes, des cadres, des professionnels, etc. Et je vois dans l'assemblée mes étudiants, mais aussi mes étudiantes, qui se destinent à ces métiers-là. Et pourquoi pas aussi, pour favoriser la médiatisation, créer des lots pour les retransmissions télé, c'est-à-dire vous êtes Canal+, TF1, l'équipe 21, vous voulez acheter les droits du foot, vous achetez le droit de tout le foot, c'est-à-dire l'équipe masculine et l'équipe féminine. Et pourquoi pas la création d'une chaîne de sport 100% féminin. Et enfin, ça ne figurait pas dans les 60 propositions, mais de plus en plus, les clubs professionnels sont soumis au système de licence, c'est-à-dire un cahier des charges à respecter, hein, pour pouvoir intégrer des compétitions, et on pourrait imaginer mettre en place des critères de féminisation dans ces licences qui pourraient favoriser notamment l'attribution de subventions. Alors, j'en ai terminé pour cette introduction très générale qui retraçait à peu près 20 ans de débat sur l'accès aux postes de direction par les femmes dans les fédérations. Le constat est posé. Vous avez vu qu'il existe finalement énormément de solutions avancées ou d'initiatives. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller encore un peu plus loin. Et j'espère que ça va être l'échange qu'on va avoir à l'instant. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Boris. Merci beaucoup d'avoir résumé en si peu de temps et aussi bien le constat que nous souhaitions faire. Alors nous allons maintenant, pour des agendas à respecter, donner la parole à Madame Nicole Ameline. Alors, je vais vous laisser vous présenter vous-même. Vous avez un micro, Madame Ameline, parce que quand on regarde votre biographie, on ne peut pas tout expliquer en quelques minutes, mais vous allez pouvoir nous dire les fonctions, les principales fonctions que vous avez exercées en corrélation, bien sûr, avec le thème d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir aménagé votre emploi du temps à vous aussi pour être là aujourd'hui. Merci beaucoup. D'abord,
Je voudrais remercier Madame le maire de s'accueillir dans un équipement aussi magnifique, et puis surtout vous remercier du soutien que vous apportez à cette équipe exceptionnelle de femmes qui font honneur à la région, font honneur aux femmes, font honneur au sport. Et je suis naturellement heureuse de saluer chacun ici à la tribune, vous Madame la Ministre, et tous nos intervenants, et vous Olivier Linault, parce que c'est une très très belle initiative. Et je pense que c'est la raison de ma présence. Je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous, au moment même d'ailleurs où vient de partir le dossier pour que les droits des femmes soient reconnus au prix Nobel de la paix. Donc c'est une belle journée pour nous tous, et le sport y contribue. Le sport est une œuvre de paix, d'échange, et je n'oublie pas cet aspect très important aussi des valeurs du sport. Alors je pense que nous rencontrons dans le sport ce que nous rencontrons partout dans le domaine des droits des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, et je m'en suis aperçue lorsque je suis devenue ministre en 2002, nous sommes aperçus, alors à l'époque avec Jean-François Lamour, ministre des Sports, que les femmes étaient très peu nombreuses dans les tribunes, sur les plateaux de sport, et surtout sur les podiums, et encore moins, et bien sûr à la télévision. Et on s'est demandé pourquoi. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Et on s'est aperçu qu'en fait, effectivement, il y avait des problèmes de tous ordres. Des problèmes d'aménagement d'horaire, ça a été très bien dit à l'instant, des problèmes aussi de culture, des problèmes de stéréotypes, des problèmes qui sont liés plus généralement à l'accès des femmes, soit aux responsabilités, soit aux activités, tout simplement, conciliation des vies, professionnelles ou autres. Et tous ces freins, tous ces obstacles se cumulent. C'est valable dans tous les domaines, malheureusement d'ailleurs. Mais dans le sport, c'était particulièrement sensible. Et je pense que nous avons pris conscience à l'époque, et en 2004, je vous remercie de l'avoir rappelé, Jean-François Lamour avait accepté l'idée d'oser, si je puis dire, les subventions aux fédérations en fonction de la présence des femmes. C'était assez efficace. Parce qu'il avait même été jusqu'à éventuellement doubler la subvention aux fédérations nationales sportives pour le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Et nous sommes allés plus loin puisque nous avons essayé de faire en sorte que sur le plan des stéréotypes notamment, nous puissions agir. J'appartiens aujourd'hui à la cellule du CSA en charge du suivi de l'image des femmes à la télévision. Nous avons été atterrés encore il y a quelques semaines, quelques mois, par des réflexions de commentateurs sportifs sur les femmes et leur plastique, beaucoup plus que leurs résultats. Et je dois dire que nous avons fait des recommandations et plus encore, exprimer une véritable capacité d'indignation. Parce que le vrai changement, il ne sera pas tant dans les efforts des femmes pour s'affirmer, il ne sera pas tant dans l'effort des sportifs pour les aider, il sera chez vous, dans le public, à un certain moment dans la capacité de tout simplement de la démocratie de fonctionner, c'est-à-dire de se dire où sont les femmes, pourquoi on n'a pas de femmes ici. C'est de plus en plus vrai lorsqu'on voit par exemple un plateau d'hommes politiques uniquement précisément composé d'hommes. C'est de plus en plus vrai quand on voit des boards d'entreprises où il n'y a que des hommes. Mais il faut de plus en plus réagir lorsqu'il y a effectivement une absence flagrante ou une sorte d'invisibilité organisée des femmes dans les disciplines. Alors moi je suis très ouverte à toutes les initiatives parce que c'est par l'initiative, quelle qu'elle soit, ici locale, et je vous en félicite encore une fois et je me réjouis de ce débat, comme au niveau de l'ONU, pourquoi pas, parce que effectivement c'est à tous ces niveaux que nous avons eu des débats à l'ONU sur la façon dont les femmes venant de certains pays musulmans devaient ou non être habillées, participer, etc. Ce sont des sujets. Il n'y a pas de faux débat, il n'y a pas de mauvais débat. Il faut que le débat des femmes dans le sport soit un débat constant, récurrent, sur tous les aspects. Moi j'apprécierais d'ailleurs beaucoup que nous puissions, sur la question des stéréotypes, qui malheureusement freinent aussi les femmes, avoir une démarche, parce que les freins sont toujours autant culturels que, je dirais, concrets, matériels ou autres, ou des questions d'argent ou autres. C'est les aspects culturels, nous le voyons dans tous les domaines que nous étudions sur les droits des femmes, sont prégnants. Et il faut donc que nous soyons attentifs à l'éducation, d'une manière générale, à la façon dont les enfants sont traités, éduqués, soit à l'école bien sûr, dans les familles, mais aussi au sport, parce que
Moi, je me souviens très bien, je montais à cheval, mais je n'étais pas très douée sur les autres sports. Eh bien, le professeur avait réussi à m'aider à me faire dispenser de sport pendant tout le primaire, parce que je n'avais aucune aisance, aucune aptitude, et il m'a démontré que je n'en avais d'ailleurs aucune. Je crois que je me suis rattrapée depuis, parce que je viens de faire 500 km en quelques heures, mais plus sérieusement, je pense que l'éducation des filles doit être extrêmement attentive sur ce terrain-là. Qu'on ne donne pas à la petite fille le sentiment qu'elle doit faire des sports particuliers, de la danse classique, parce qu'effectivement, d'autres sports lui seraient peut-être moins adaptés. Donc, vous le voyez, notre responsabilité, moi c'est simplement ça que je suis venu vous dire. La responsabilité, elle est partagée et elle est à tous les niveaux, local, national, international. Et nous devons tout faire pour répondre justement à ce que Michel Serres répondait, vous répondez très bien Sylvain, c'est que le sport nous apprend à penser. Moi je dirais qu'il nous apprend à vivre, qu'il nous apprend à vivre mieux et à vivre ensemble. Et qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, avec ce que nous avons vécu en ce début d'année, c'est un enjeu de la République, qui va très loin, qui nous permet simplement de nous dire que une équipe, lorsqu'elle est mixte, une équipe sportive, même dans la cour d'une école, c'est le reflet d'une société. Et qu'il y a des règles, qu'il y a de la justice, qu'il y a de la mixité, qu'il y a du respect. Et c'est comme ça que l'on va créer une société qui va être plus fusionnelle sur ce terrain, plus respectueuse. Il ne faut surtout pas séparer l'idée que les filles dans le sport, c'est quelque chose qui arrive comme quelque chose de tout à fait nouveau, étonnant. C'est quelque chose qui est profond, qui est fondamental, qui demande simplement un peu plus d'ouverture de la part de tous et d'une méthodologie, parce qu'on ne passera pas de quelques pourcentages que nous constatons aujourd'hui dans les présidences, dans les rôles importants, à une véritable parité 50-50. Ça veut dire qu'il faut le vouloir et qu'il faut que chacun se sente porteur de cette mixité. Il n'y a rien de plus beau que de se dire que nous partageons le même monde et que ce soit dans le domaine de la culture, de la politique, de la vie professionnelle. Eh bien, nous pouvons aussi, dans le sport, porter l'exemple. Je voudrais que cette conférence remarquable en soit vraiment une belle illustration, et en tout cas, je crois que c'est bien parti, et je voudrais encore une fois vous en remercier tous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Valérie Fournéron, que je remercie très sincèrement aussi d'être là, parce qu'elle est arrivée d'un programme très chargé, parisien et rouennais, elle aussi. Nos députés vont sur les routes. Oui, voilà, c'est ça, elle va dans le monde entier. Elle va vous redire ce qu'elle fait et surtout sa réaction. Et je vais en profiter pour libérer au cas où Madame Yalon-Burga et Madame Ameline, parce que je sais que toutes les deux sont attendues, mais je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir bousculé vos emplois du temps pour être avec nous. La parole est à Valérie. Merci beaucoup. Alors avant que vous partiez, Madame le maire, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui à Mondeville dans cette magnifique salle. Merci d'avoir participé avec Nicole Ameline donc à ce début de conférence organisée donc par Sport et Démocratie. Merci Sylvain Henry d'être à l'initiative de ce think tank Sport et Démocratie, déjà jeune mais déjà très performant dans l'ensemble de ces initiatives, et avec le club de l'USO Mondeville Basket, Madame la Présidente. Alors, peut-être la seule femme présidente dans la Ligue de basket française. Alors, je vous souhaite, et pour le club de Mondeville et pour vous-même, le même parcours que celui d'Annie Courtade, présidente du club de Cannes de volleyball, avec quelques titres européens et une belle longévité. Voilà. Je voulais effectivement vous remercier d'avoir organisé à l'occasion de ces 24 heures pour le sport féminin, cette conférence ici aujourd'hui. Les 24 heures du sport féminin, nous les avions lancées l'an dernier avec Christine Kelly, le CSA. Nous avions lancé ces 24 heures du sport féminin un peu en se demandant comment ça allait réagir, comme on dit. Et vu le succès, nous avons bien sûr décidé d'organiser une deuxième édition. Nous y sommes aujourd'hui, en ayant l'espoir de ne plus avoir à l'avenir d'organiser finalement
de 24 heures de sport féminin, puisqu'il faudrait que ça soit une réalité dans la pratique sportive au quotidien et tout au long de l'année. Parce qu'on s'aperçoit que le sport féminin est en France de plus en plus performant sur le plan du sport collectif. On l'a vu avec le football, on l'a vu avec le rugby, on l'a vu avec le basket. Aussi sur le plan des sportifs féminines, on a des parcours exceptionnels quand on pense à Lucie Descosses, quand on pense à Camille Muffat, quand on pense à Julie Bresset en VTT. Il est clair qu'à la fois on a des performances collectives, des performances individuelles pour nos sportifs, que donc le sport féminin est de plus en plus populaire. Mais on sait aussi que ce sport féminin est largement sous-valorisé dans notre pays, avec une domination masculine qui demeure à la fois parce qu'il y a un développement encore insuffisant des pratiques féminines, parce qu'il y a une faiblesse, et je le dis en la remerciant devant la présidente de votre club sport entreprise, Madame Aubert, une faiblesse de l'engagement des entreprises aujourd'hui derrière le sport féminin. Je vous en remercie encore, j'en félicite encore plus. Une médiatisation qui est très déséquilibrée en date d'aujourd'hui, et bien sûr, c'est le thème avant tout de la conférence d'aujourd'hui, des instances dirigeantes qui sont peu féminisées. L'origine de ce paradoxe, Nicole Ameline a évoqué quelques sujets, avant tout effectivement une origine évidemment culturelle. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu revenir aux propos du baron Pierre de Coubertin. Vous avez bien eu raison, parce qu'ils nous font toujours autant mal. Voir une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. C'était ces charmants propos de l'esprit d'un siècle que l'on espère aujourd'hui totalement révolu. Mais même si nous avons parcouru un certain chemin depuis de tels propos, il reste un plafond de verre qui est totalement, malheureusement, existant en matière de sport féminin. La loi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle évoque que dans une fédération sportive, on a un peu évolué en août 2004, mais le nombre d'instances dans les instances dirigeantes doivent être proportionnels au nombre de licenciés majeurs. Et comme effectivement au marathon, ce sont les derniers mètres qui sont les plus difficiles. Alors, en 2012, quand j'ai été à la tête de ce ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, il y avait 5 présidentes de fédérations au total en France, 0 de fédération olympique. Il y avait une seule directrice technique nationale, et les directeurs techniques nationaux ou directrices techniques nationales sont la tête de tous les entraîneurs, de toutes les équipes techniques françaises. Il y en avait une seule, c'est Isabelle Gautron, qui était au cyclisme. Il est évident que tout ceci n'est pas acceptable et qu'on a, à côté de pratique féminine, qui est d'environ 50%, simplement un tiers de licenciés féminines. Donc ça interroge aussi le mouvement sportif. Pourquoi est-ce que les femmes pratiquent plus en dehors que dans les clubs sportifs? 2 fois moins d'accès au sport pour les femmes dans certains territoires, un certain nombre de fédérations où on trouve 4-5% de licenciés, et vous l'avez rappelé, Nicole Ameline, elle est partie, et vous-même tout à l'heure, mais quand le CSA a fait cette étude à la fin de l'année 2012 sur 12 chaînes de télévision, le retour était 7% de médiatisation de sport féminin sur ces 12 chaînes étudiées, et c'était essentiellement le football et le tennis. Donc, une impasse qui est souvent faite sur les résultats des équipes féminines. Il y a aussi une étude sur 85% de la couverture médiatique. Ce sont des sportifs masculins qui sont à l'honneur. 85% de la couverture médiatique. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. J'ai regardé l'équipe aujourd'hui et j'ai vu qu'ils avaient fait une page sur le sport féminin, qu'ils avaient fait deux interviews sur les 2 femmes journalistes qui vont commenter soit le top 14, soit la H-Cup en rugby pendant ce week-end. C'est néanmoins insuffisant, même si on a toujours plaisir à écouter les journalistes féminines, à écouter Céline Géraud sur Stade 2 nous parler de l'ensemble du football, mais également sur Canal, j'allais voir avec Nathalie Yanetta et avec bien d'autres qui se sont exprimés aussi pour nous porter le sport féminin et masculin. Donc, les 3/4 des Français
les trois quarts des Français considèrent en fait que ces écarts de pratiques sportives entre hommes et femmes sont dus aussi beaucoup à cette faible médiatisation. Et comme cela a été évoqué rapidement tout à l'heure par Monsieur Euleux, c'est ça? Je ne sais pas écorcher votre nom, qui nous rappelait les chiffres quand on a des compétitions sportives féminines à la télévision. On a pu monter à plus de 2 millions de téléspectateurs, qu'il s'agisse effectivement du championnat du monde de rugby qui s'est passé en France, qu'il s'agisse de la qualification au championnat du monde aussi de football et de la qualification aux Jeux des filles en football. On a eu plus de 2 millions de téléspectateurs. On a encore, et je sais que ce n'est pas le cas ici, parce qu'il y a non seulement le club de Mondeville, mais également l'Ovalie Canaise, et puis qu'il y a beaucoup de clubs de basket. Vous avez une filière de basket féminine avec la glacerie, avec les IF, etc., qui sont très bien suivis, mais on a encore un certain nombre de collectivités locales pour lesquelles les subventions sont différentes entre les clubs masculins et les clubs féminins, bien qu'ils évoluent dans les mêmes divisions. Et j'avais toujours un grand plaisir à voir, vous savez que nos sportifs de haut niveau, quand ils sont aux Jeux Olympiques, ont des primes, et qu'il y ait exactement les mêmes primes, bien sûr, pour les sportives que les sportifs, mais aussi d'ailleurs, ça c'était une première aux derniers Jeux Olympiques, et je pense que c'est essentiel, pour tous nos sportifs aux Jeux Paralympiques, il fallait qu'ils aient aussi la même reconnaissance de la nation, car l'entraînement pour arriver aux Jeux Paralympiques est le même que pour les personnes valides. Des progrès ont néanmoins été effectués en matière, je veux dire, de place des femmes dans l'ensemble de ces instances dirigeantes dans le sport. Et il faut un volontarisme indispensable, volontarisme politique, local comme national. Plusieurs fronts avec une feuille de route qui pour moi a été essentielle comme ministre des Sports. Une féminisation des instances dirigeantes, de développement de la pratique sportive féminine, de féminisation de l'encadrement, qu'il soit technique ou qu'il soit bénévole. 3. Accompagner la réussite des parcours féminins de haut niveau, lutter contre toutes les discriminations et la promotion des épreuves sportives féminines. Donc un plan qui finalement en 6 axes, c'est comme ça qu'on peut progresser sur la place du sport féminin. Et donc on a fait évoluer par ce code du sport qui a évolué en août 2014 pour que la règle de proportionnalité, donc nombre de licences, proportionnalité en matière de dirigeants, nous la fassions évoluer pour que quand il y a une proportion de chacun des deux sexes qui est supérieure ou égale à 25%, obligation de 40% dans les instances dirigeantes. Quand on est à moins de 25%, exemple le football, eh bien, le nombre de sièges ne peut pas être inférieur à 25%. Donc une première évolution dans la loi, puisque c'est dans le code du sport. Gros travail également donc, de pédagogie, parce que ici on est là devant une présidente d'un club de basket féminine de premier niveau, mais je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de pédagogie auprès de l'ensemble des fédérations pour que non seulement ils appliquent le code du sport, mais qu'ils l'appliquent avec volonté, détermination et un véritable engagement. Et du coup, dans la suite de ce qui avait pu être pris par Jean-François Lamour, moi j'ai souhaité que toutes les fédérations sportives aient dans leur convention d'objectifs, les fédérations sportives, elles viennent tous les ans, vous savez, voir le ministère des Sports, pour qu'on leur donne des moyens et pour qu'on leur donne des cadres. Vos conseillers techniques, directeurs techniques nationaux, je veux dire, c'est du personnel d'État. Et l'ensemble de ces personnels d'État donc, sont financés donc, par définition par l'État et mis à disposition de l'ensemble du mouvement sportif. Et il fallait que dans toutes ces conventions d'objectifs, donc il y a des personnels, il y a des moyens, mais il y a en face des exigences. Ce sont des conventions d'objectifs. Et donc il fallait qu'il y ait pour tout le monde un plan de féminisation. Quand je suis arrivé au ministère, il y avait 4 fédérations qui avaient un plan de féminisation. Quand j'en suis parti, je crois qu'il y en avait 62 à la date d'aujourd'hui. Donc il faut impérativement que cette détermination, elle soit partagée par tout le mouvement sportif. Tous les niveaux. Ça veut dire également que dans l'ensemble des établissements nationaux, Conseil national du sport, aujourd'hui présidé par une femme,
Centre national de développement du sport, le fameux CNDS que connaissent bien les élus puisqu'ils vont le solliciter pour avoir quelques moyens pour leurs équipements ou pour leur club. C'est aujourd'hui une instance qui est présidée par une femme. Aujourd'hui, on a aussi des directions régionales jeunesse et sport qui sont présidées par des femmes ou des CREPS. Ça fait partie, on a d'instances qui doivent être, ce n'est pas simplement les instances dirigeantes des fédérations. Et puis, les fédérations, ça ne veut pas dire que derrière, au niveau des ligues, au niveau des comités départementaux, ça suit. Et ça, c'est également indispensable que la déclinaison des fédérations suive aussi sur les comités départementaux ou les ligues régionales. C'est dans ce cadre également que l'association FEMIX, qui a été citée tout à l'heure, l'association qui finalement est un réseau de femmes qui ont des responsabilités dans le mouvement sportif et qui leur permet de les aider à candidater sur des postes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 7 femmes qui sont directrices techniques nationales. Je vous disais tout à l'heure, il n'y en avait qu'une quand je suis arrivé. Mais pour qu'elles candidatent, il faut les inviter à dire « mais moi aussi, je suis capable d'aller candidater. Moi aussi, j'ai le parcours pour faire. » Et donc, inciter et donc pouvoir avoir un réseau de femmes qui travaillent sur les accompagner, et même les accompagner parfois au début dans la prise de fonction, parce qu'un certain nombre de fédérations ont encore beaucoup de réticences pour accueillir des femmes, y compris dans leur encadrement technique, surtout quand c'est un sport à dominante masculine. Et là, vous avez eu les Jeux équestres mondiaux chez vous à la fin de l'été, et la directrice technique nationale, je veux dire, est une femme. Plan de féminisation, donc directrice technique nationale, fédération olympique, il y a aujourd'hui une seule femme, vous l'avez dit, Isabelle Lamour, à la tête de la Fédération française d'escrime. Il y a 14 femmes au total à la tête de fédération. C'est un peu mieux que 5 en 2012, c'est pas encore terrible. Mais on voit bien que quand les grandes fédérations, comme celle du basket, qui est extrêmement attentif, Jean-Pierre Suita est extrêmement attentif, même s'il n'a pas la parité encore complètement dans son comité directeur. Il a fait arriver Edwige Lawson, qui a pris une place très importante après sa carrière donc comme dirigeante aujourd'hui dans sa fédération. On voit que la fédération de rugby a fait des efforts importants pour développer le rugby féminin et a accueilli donc ces championnats du monde. La fédération française de football de façon très importante, avec tout ce qu'ils ont lancé à l'UCEP, car c'est vrai, à l'école c'est indispensable. On a les premiers stéréotypes sont à l'école, et on va aller donner une corde à sauter aux filles, on va donner un ballon aux garçons, et puis on va parfois en rester là. Et donc qu'on puisse avoir l'UCEP travaillant sur ces sports avec, par exemple, la Fédération française de foot, c'est quelque chose de très important. Leurs objectifs aujourd'hui de 100 000 licenciés féminines, un plan que la Fédération française de football a associé à l'accueil de l'Euro 2016, puisque l'Euro 2016 doit être l'opportunité, pas simplement d'accueillir 54 pays, ce sera la première fois, 54 matchs, pardon, ce qui sera la première fois, mais d'accueillir aussi toute une stratégie d'encadrement, de développement du sport féminin, et puis d'emploi dans le secteur du football. Et moi j'ai eu plaisir, parce que j'y étais avec une voix du sport français qui est Jacques Andrew. J'ai eu plaisir à ce que ce soit Céline Dumerc qui a été la sportive de l'année. C'est la première fois que c'était une femme, c'était en 2012. Pour autant, il faut poursuivre le combat, l'étendre à d'autres champs. L'égalité en matière de sport féminin et à la place des femmes, ça doit se faire sur les terrains, sur les écrans, dans les instances dirigeantes. Et pour cela, oui, il faut qu'il y ait les politiques, il y en a quelques-uns autour de la table, quelques-unes. Il faut qu'il y ait aussi l'ensemble du mouvement sportif. Et j'évoquais tout à l'heure les fédérations, mais aussi les ligues et les comités départementaux, mais également le CNOSF, les CROSS, les GDOS, parce que c'est tous ensemble qu'on peut arriver, je veux dire, à faire progresser cette place des femmes dans les instances dirigeantes et dans le sport tout simplement. On joue en équipe, on gagne en équipe et on réussira la promotion du sport féminin en équipe. C'est en tous les cas ces instances et ces réflexions que nous avons aujourd'hui qui doivent nous permettre de progresser. Sur le plan de la médiatisation, nous savons qu'il y a donc ces initiatives du 24 heures du sport féminin. Il y a un décret qui s'appelle le décret Télévision sans frontières, qui est un décret qui liste les compétitions qui doivent impérativement être proposées à des chaînes en clair quand les droits ont été achetés par des chaînes à accès payant.
Dans la liste de ces compétitions, il y a très peu de sport féminin. Un peu de tennis, basket, il y a très peu de sport féminin. Et donc là, nous avons fait une demande qui a d'ailleurs été relayée par le CSA pour que l'on puisse inscrire aussi le football féminin et le handball féminin et le rugby féminin dans ces sports qui n'étaient pas inscrits. Alors ça ne veut pas dire que demain, il y aura toutes les compétitions féminines sur les écrans si on le fait inscrire. Mais il faut qu'il y ait à la fois des possibilités, qu'il y ait des chaînes qui donnent un peu de sous aux équipes de France pour acheter leurs compétitions, parce que ça fait des sous pour le sport féminin professionnel, mais il faut aussi que si elles les ont achetées, si on est en finale par exemple du championnat d'Europe de basket féminin, ils puissent être accessibles à tous sur une chaîne en clair. Cet équilibre-là, il est difficile, parce qu'on sait bien que les droits télé sont des éléments qui financent le sport professionnel. Donc si tout était sur nos chaînes gratuites, je parle à côté d'un connaisseur, si tout était sur nos chaînes gratuites, il n'y aurait pas de recettes de droits. Donc il faut qu'on puisse trouver un équilibre entre ne pas priver les spectateurs d'un développement de sport féminin de haut niveau, mais pas non plus priver les équipes d'une recette qui est indispensable à leur développement. Et donc ça, c'est un sujet qui est important. Nous, on a voulu, et je termine par ça, j'ai souhaité que le CNDS, donc Centre National de Développement du Sport, qui a donc été, dont on a parlé pour subventionner soit les clubs, soit les collectivités pour des investissements d'équipement, mette 1 million d'euros pour permettre d'aider à la diffusion du sport féminin, également du sport, du handisport. Pourquoi? Parce que avec le basket, avec le volleyball féminin, avec tous ces présidents de fédération, ils nous ont dit, nous, les télévisions veulent bien retransmettre nos compétitions, mais leurs droits de production sont trop élevés et donc ils nous demandent de les payer. Et nous, on ne peut pas payer les droits de production, donc on n'est pas retransmis. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre 1 million d'euros donc au CNDS, fléchés sur ces droits de retransmission des compétitions féminines. Et c'est la Ligue 1 de volleyball qui en a bénéficié la première, puisqu'ils ont trouvé un diffuseur, et que cette année, le championnat donc, de première division de volleyball est retransmis à la télévision, grâce à, en tous les cas, ces cofinancements que ça leur a permis de trouver. Donc voilà quelques éléments, j'ai envie de dire, d'avancée, mais rien n'est jamais acquis d'abord, et ensuite nous avons encore beaucoup à travailler ensemble. 82% des fédérations énonçaient des objectifs précis dans leur plan de féminisation, 65,2% énonçaient simplement des indicateurs, et donc nous avons besoin que les objectifs soient précis pour tout le monde. C'est en tous les cas, moi, ce que je souhaite. Il faut se battre sur tous les fronts pour donner une impulsion qui s'étende dans tous les domaines et faire tout simplement progresser la cause des femmes. Dans les vestiaires, comme le disait tout à l'heure Nicole Hamelin, le sport, c'est le vivre ensemble. Dans les vestiaires, on oublie sa religion, on oublie son âge, on oublie sa politique, on oublie son genre. Et donc le sport est effectivement ce vecteur du vivre ensemble. On a plaisir aujourd'hui à avoir cette réflexion autour de la place des femmes dans les instances dirigeantes. Merci. Merci beaucoup, Madame le Ministre. C'était une fois de plus très, très riche et on voit bien que c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement. Moi, je voulais juste poser une petite question avant de lancer le débat, une petite question pour Régina Dutac et puis une petite question après pour Sophie Gauguin. Alors pour Régina Dutac, d'abord parce que vous n'avez pas encore entendu le son de sa voix, et c'est dommage. Prenez un micro, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Moi, je voulais juste te dire, parce qu'on se tutoie, on peut se tutoyer, est-ce que tu as mesuré au moment où tu as accepté ce challenge, quand on est venu te le proposer avec Armel, Laurent, Didier, Marc et tous les autres, est-ce que tu as mesuré le challenge du fait que ça allait être la première fois qu'une femme allait être présidente d'un club en Ligue féminine? Non. Clairement, non, pas du tout. Je n'ai pas du tout mesuré cela parce que moi, l'engagement que j'ai pris, c'est le soutien, la décision que j'ai prise et en même temps, je me suis dit, il y a quelque chose à relever, il y a un engagement, il y a une... Et j'ai eu envie de le faire sans me poser trop de questions parce que, voilà, je suis comme ça, j'ai réagi comme ça et c'était vraiment une détermination pour moi de faire ça. Et j'ai pas du tout imaginé l'impact que ça aurait et du coup, j'aurais la chance que ça peut aussi apporter au sport féminin de cet engagement. Donc moi, je suis ravie, voilà, et je continue d'être très heureuse de ce choix.
Ce qu'on voulait te dire, c'est qu'on est venu te chercher d'abord parce que tu étais une chef d'entreprise et parce que tu aimais le basket. Je tiens à te le dire très sincèrement, parce que les gens qui sont ici nous connaissent, mais c'est pas parce que tu étais une femme qu'on est venu te chercher, c'est aussi parce que tu étais une femme que tu as été, entre guillemets, dans les personnes qui nous intéressaient pour reprendre ce club. C'est le même cas pour Caroline Aubert qui nous a rejoint aussi dans le club de partenaires. Le plus important pour nous, c'était que la chef d'entreprise souhaite s'engager. Tu as été basketteuse toi-même, il faut le dire, au CBC. C'était il y a 2-3 ans, tu jouais en junior. À peine. Tu as joué en junior. Mais en tout cas, c'est une présidente qui s'investit énormément dans le club. Et croyez-moi, tout le comité directeur, on est ravis de l'avoir à notre tête et on va la suivre aveuglément, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Et je souligne aussi le choix et ma décision a été d'abord pour le club et aussi parce que la ville de Mondeville est vraiment très associée à ce club. Peut-être comme beaucoup de villes, probablement, je n'ai pas regardé les autres villes par rapport à ça, mais l'engagement de la ville et le fait que la commune et vous-même, Madame le maire, participiez vraiment aux matchs, ne serait-ce que les matchs régulièrement, ça a aussi participé à mon engagement et vraiment l'envie de m'investir dans ce club. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a une équipe de jeunes femmes, nos espoirs, qui jouent dans 15 minutes à Charleville, puisque demain, les seniors joueront à Charleville, mais nos espoirs jouent tantôt à Charleville. On vous donnera le score au fur et à mesure, bien sûr. Un petit mot à Mme Sophie Gauguin. Alors, Sophie Gauguin, elle est maire de Dozulé, et conseillère régionale aussi. Et j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu, par rapport à la région, par rapport à ta fonction de maire, en quoi tu penses que les politiques peuvent aider à la féminisation du sport, et en quoi le fait que tu sois une femme puisse aider à ce que ce soit un peu plus sensible chez toi que chez les autres. Oui, je rejoins d'abord, je voulais vous dire, Madame la Ministre, Hélène, les propos que vous avez tenus ainsi que ceux de Nicolas Mine. Effectivement, il y a un enjeu républicain au travers l'égalité homme-femme et particulièrement au travers le sport, qui est un événement accessible. Alors, comment on peut aider à promouvoir l'accès des femmes, non seulement dans les clubs et aux postes de direction ? Eh bien, je dirais, je crois beaucoup en l'exemplarité. C'est-à-dire, comme vous, Madame la Présidente, le fait que vous vous engagiez dans la région Basse-Normandie, ça fait sens. Ça fait sens pour nous autres et pour toutes les jeunes femmes qui s'investissent dans des clubs. Et je crois que ça commence aussi par les associations locales. Et que le relais, en tant que maire et élu local, nous pouvons apporter sur le terrain, à inciter les associations à se créer, à encourager le financement de branches féminines, que ce soit pour le foot, pour d'autres activités. Nous avons là aussi un rôle moteur. C'est ça aussi le rôle d'élu. Et les régions ou les départements, quel que soit l'échelon local, doivent aussi inciter dans leur politique publique les clubs à enclencher le mouvement national et international de féminisation. Voilà, je crois que c'est comme tout, il faut tenter sa chance, imposer son risque, comme disait René Char, j'aime beaucoup, à te regarder, ils s'habitueront. Merci beaucoup Sophie. Est-ce qu'un petit mot sur le sport et toi? Parce qu'on sait que, Madame le Ministre, vous avez joué au volleyball, vous êtes médecin du sport, vous-même, enfin voilà. Régina nous a dit tout à l'heure qu'elle avait fait du basket. Et toi? Alors c'est une longue histoire parce que j'ai un papa qui a joué au CBC, c'était le plus petit, il faisait 1m80. Ma mère est vétérante championne de tennis en Basse-Normandie et moi j'ai choisi la politique pour faire du sport parce que c'est certainement pas mes collègues qui me contrediront, mais on bouge beaucoup. Et puis je voudrais dire merci aussi, et je rejoins ce que vous avez dit, ça passe aussi par les professeurs. L'importance de l'éducation nationale ou de l'éducation tout court au travers de sa famille, je voudrais dire merci à ma prof de sport parce que pour le BEPC, j'avais choisi le rugby, on n'était que 2, et elle a accepté que j'intègre l'équipe de garçons, et ça m'a beaucoup aidé pour la suite parce que du coup, je me suis sentie des ailes poussées pour tout un tas d'autres défis, voilà. Et je crois beaucoup aussi que dans les cercles de l'éducation nationale, les professeurs d'éducation physique ont un rôle déterminant à jouer pour toute la suite. Merci beaucoup. Et maintenant, la parole aux garçons. Parce que quand même, Silver, c'est grâce à toi que nous sommes là. Et merci encore de ton soutien et de ton partenariat avec le club de Mondeville. Tu nous aides énormément. Donc on va remercier Madame Yalon-Burga. On va demander à Josiane Mallet-Duclos de venir prendre la place de Madame le maire. J'y tiens beaucoup parce que Josiane, qui est première adjointe à Mondeville, soutient énormément le sport féminin, elle aussi, et a été une des chevilles ouvrières pour mon intégration, par exemple, dans ce club. Donc c'est formidable qu'elle puisse aussi, elle, être à la table cet après-midi des intervenants.
Silver Henri Cissé, donc maintenant il nous reste 40 minutes car nous allons respecter exactement le timing, un peu comme dans un match de basket. Et je vais en profiter pour ne pas remercier à la fin les gens qui ont permis ce qu'on fait aujourd'hui. On va les remercier tout de suite. Il y a Nelson, il y a Olivier, il y a Baptiste, il y a nos amis bénévoles qui sont là, qui ont installé en urgence tout le matériel que vous allez voir et qui va disparaître au moment où nous, on va aller boire un petit verre offert par Monsieur Liberge, notre partenaire, juste après le match. Parce que juste après nous, ici, à 16h, il y aura un match. Et juste avant nous, il y avait un match et on tenait à ce que la halle soit comme ça, traversée par de la réflexion et un débat, mais qu'elle ne soit pas occupée seulement par un débat. C'est pour ça qu'on tiendra le débat. Et le timing. Silver Henri Cissé, vous animez le débat. Vous êtes journaliste à Canal+. Vous avez un auditoire devant vous. Moi, je vais faire l'hôtesse, c'est-à-dire que je vais emmener le micro pour les questions. Et on va quand même te laisser nous dire un petit peu ce que tu as pensé de ce qu'on vient de se dire tantôt. Et est-ce que ça répondait à la commande de Sport et Démocratie? Complètement. Complètement, et je vous remercie, vous toutes et vous tous, d'être venus pour assister à ces débats qui sont extrêmement importants, parce que l'on dit que c'est avec les petits lits qu'on fait les rivières, et avec les rivières qu'on fait ensuite les mers et les océans. Et aujourd'hui, il est extrêmement important que, pas à pas, jour après jour et phase après phase, nous participions à ces débats pour que nous arrivions, comme certains l'ont dit, à l'indifférenciation, qu'on ne soit pas obligé de mettre des noms, en tout cas un genre, sur quelqu'un. Nous sommes en 2015 et il est insensé que nous ayons ce débat. Nous sommes en 2015 et je trouve totalement insensé que les membres de Sport et Démocratie voyagent à travers la France, parce que par exemple, à l'heure où je vous parle, Béatrice Barbus, qui est membre de Sport et Démocratie, qui est sociologue et qui a des fonctions à la Fédération française de hand, est à Dijon en ce moment pour un débat qui ressemble au nôtre. Je trouve complètement insensé que nous ayons un débat. Ce débat aujourd'hui, que nous soyons obligés de nous dire, eh bien, il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes dans les instances, dans la gouvernance du sport. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'une certaine paresse mentale. Le monde du sport est un sport d'hommes, et on ne veut pas bouger, on ne veut pas changer ce qui est établi, ce qui donne un certain confort à la gouvernance du sport. Il y a aussi ces fils invisibles qu'on n'arrive pas à dépasser, ces fils invisibles qui empêchent aujourd'hui une femme de diriger, pourquoi pas, une équipe d'hommes, d'entraîner une équipe d'hommes, et pourquoi pas. Il y a ce fil invisible qui est là. Il y a ce fil invisible qui fait que quand on assiste à des réunions où l'on retrouve des représentants des fédérations sportives, et j'assiste à beaucoup de ce genre de réunions, et Madame la Ministre, vous aussi, c'est étonnant de voir comme les porte-manteaux, ce sont des vestes d'hommes, et qu'il n'y a pas de tailleur de femmes. Si ce n'est peut-être pour servir les cocktails. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Il est incroyable qu'en 2015, qu'il y ait encore de l'autocensure. Parce que ce que se disent les femmes, pourquoi aller dans un secteur, pourquoi aller vers un chemin pour me prendre un mur, pour tomber sur des regards, sur des attitudes qui vont installer de l'obstacle. Donc aujourd'hui, le combat, il est dans l'éducation, il est dans la pédagogie. La loi est importante, mais je crois que c'est la sensibilisation qui nous fera prendre conscience de l'importance aujourd'hui qu'un homme ou une femme à compétences égales doit avoir les mêmes chances. Et aujourd'hui, on doit faire même un peu mieux. C'est-à-dire que demain, si on a un CV, il y a à compétences égales, il faut choisir une femme. Pour qu'on puisse arriver à ce que les fédérations sportives et même l'ensemble des territoires sur lesquels nous travaillons, eh bien, reflètent la réalité de la société française. Je ne vais pas être très très long, parce que je voudrais qu'il y ait un débat avec toutes les personnalités qui sont là, mais je voudrais juste vous dire un petit mot sur Sport et Démocratie. C'est un drôle d'objet que j'ai créé, dont je suis très fier, parce que nous avons des personnalités de haut niveau, comme des gens qui se sont engagés, qui sont ici, comme Yuri qui est là-bas, que je vois, qui a rejoint le comité scientifique il y a très très peu de temps, comme Boris Selleux qui fait un travail extraordinaire en dirigeant le comité scientifique, comme Valérie Fourniron qui est à mes côtés et que je remercie parce que ça fait quelques années que nous travaillons ensemble sur les problématiques du sport. Et avec Sport et Démocratie, eh bien, nous faisons des très très belles choses et nous sommes tout simplement des citoyens. Et quand j'ai créé Sport et Démocratie, je me suis dit, je vais créer cet objet parce que je veux avoir ma capacité de citoyen de pouvoir réfléchir sur n'importe quel sujet de la République, et notamment le sport. Donc, je vous encourage à aller sur le site de Sport et Démocratie, je vous encourage à regarder quels sont nos travaux, mais surtout, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est dans votre famille, dans votre travail, auprès de vos amis, de leur parler d'aujourd'hui, de leur dire qu'il est important qu'à partir de maintenant, eh bien, tout simplement, il faut beaucoup plus de femmes à la direction des instances sportives, c'est capital et c'est important, vous êtes nos ambassadeurs. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvain. Alors nous avons dans l'assistance des
des présidents, des dirigeants, des chefs d'entreprise. Nous avons aussi des étudiants. Un petit clin d'œil à Claire Moxion qui nous a donné un petit coup de main. Cette organisation qui a fait venir quelques étudiants de l'UFR, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations, même des interventions? Bien sûr, vous avez le droit de donner votre avis. Un débat, c'est fait pour entendre contradictions. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de garçons dans l'assistance, pas beaucoup de garçons sur la table. Il va falloir bientôt une loi sur la parité pour que les garçons soient respectés dans ce pays. Alors, première question, première intervention. Eh bien, pendant que vous réfléchissez, comme ça vous laissez le temps de... Parce qu'il y a toujours la première question. On va passer à la deuxième. Qui va partir. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. C'était cet été. J'étais consultant libéré par Canal+ pour travailler sur RTL. Et autour de la table, pendant la Coupe du Monde de football, des anciens footballeurs professionnels et des footballeurs en activité. Et au micro, en direct, on commentait donc l'arrivée d'Elena D'Acosta dans le club de Clermont. Et au micro, en direct, tous ces footballeurs ont dit « mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est génial ». Le micro se coupe. Et je me retourne vers eux et je leur pose la question « Eh les gars, vous vous laisseriez entraîner par une femme ?» Et « Ah non, surtout pas, surtout pas !» Ce qui veut dire que, vous voyez, le travail qu'on va faire au niveau des images qui sont inscrites, de la construction mentale, c'est-à-dire qu'il y a la surface, voilà. On prend un micro devant une caméra, on trouve que c'est extraordinaire, que ça va dans la modernité, mais au fond de soi-même, il y a encore des tas de blocages. Et notre travail à nous, c'est de faire sauter ces blocages et ces filtres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par la pédagogie, il faut que petit à petit nous parlions pour les faire sauter, et que ce soit tout à fait normal qu'une femme soit présidente d'un club, et tout à fait normal aussi, comme je le disais, qu'on casse le fil invisible, et qu'une femme puisse entraîner une équipe de garçons, ou arbitrer également. Arbitrer, c'est-à-dire casser effectivement ces plafonds de verre et sauter les obstacles. C'est extrêmement important. La première question, on vous attend. J'ai une question. Je me présente, je suis Gerda de Haan, je suis présidente d'Elite Connection, une agence matrimoniale haut de gamme. Je suis hollandaise. Moi-même, j'ai fait le sport de football en Hollande, en compétition. Et chez nous, c'était filmé. En Hollande, tranquillement, le football hollandais et féminin, c'était filmé, comme aussi le rugby. So, comment c'est possible? Ce n'est pas comme ça en France. C'est quoi la raison? C'est une question idiote peut-être, je ne comprends pas. Bah, c'est le professionnel de la télévision qui va répondre. C'est que historiquement, ce sont les hommes qui se sont livrés à l'activité sportive. Et que les femmes, on les a contraintes à rester à la maison, et qu'il y avait très très peu de sport féminin, par exemple dans les années 50 ou 60. C'était extrêmement rare. Donc quand la télévision a commencé à s'intéresser de manière massive et industrielle au sport, elle a été naturellement vers le sport masculin. Forcément, le sport féminin a pris beaucoup de retard. C'est à l'initiative de femmes politiques et d'hommes politiques, et je remercie notamment tout le travail qu'a fait Valérie Fourniron, et je regrette qu'on lui ait coupé les ailes, parce que ce que vous avez initié était vraiment extraordinaire et qu'il y avait de très beaux projets, qu'on a pu avancer sur la diffusion, sur la construction, sur la spectacularisation du sport, parce que nous, télévision, on a besoin que le sport soit spectaculaire, on a besoin qu'il soit démonstratif. On est arrivé dans le football, dans le basket et dans le hand, mais on a pris beaucoup de retard. Et je dois vous dire que moi, dans les couloirs, par exemple, de Canal+, ma chaîne, ou d'autres chaînes dans lesquelles j'ai travaillé, quand je vous parle d'obstacles, il y en a pas mal chez les journalistes sportifs. En gros, les poncifs qu'on attend habituellement, le sport féminin, ça va pas assez vite, c'est pas assez technique, c'est pas assez viril, c'est pas assez physique, c'est pas assez spectaculaire. Et on a compensé ça, de quelle manière? Par la réalisation. C'est-à-dire qu'on a commencé à raconter une dramaturgie, on a commencé à raconter une histoire, on a installé une production que vous avez initiée avec notamment les coûts de production que vous avez donnés aux fédérations pour que les chaînes puissent diffuser les rencontres, qui puissent donner le côté spectacularité, parce que le spectateur est de plus en plus exigeant. On est en train de rattraper ce retard. Grâce au succès, par exemple, de la Coupe du Monde de rugby, qui a montré que le sport féminin peut entraîner des spectateurs, du succès, donc de la publicité, et ça casse la mécanique et les principes que certains veulent bien proférer. Puisque si demain, un sport qui est diffusé rapporte de l'argent, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun problème, il sera diffusé. Et nous sommes maintenant dans cette mécanique-là, nous sommes dans cette logique-là, dans les chaînes, et je ne désespère pas, avec le bond qu'on a fait grâce à
à Christine Kelly et Valérie Faunéran quand elles ont lancé cette journée des 24 heures du sport féminin, puisque nous sommes passés de 7% à combien, Boris? 15 là, en une année. On a doublé. Je ne désespère pas que l'année prochaine on passe à 30% et qu'un jour on atteigne les 40 ou 50%. Ce serait bien. En revanche, je voudrais juste m'exprimer pour dire que je suis contre, moi, Boris, une chaîne 100% féminine parce qu'on créerait un ghetto. Ce qu'il faut, c'est passer du sport féminin au sport masculin sur la même chaîne, et même mieux que l'on fasse comme par exemple dans le judo, c'est-à-dire que dans la même séquence de grandes compétitions qu'il y ait des hommes et des femmes, et qu'on passe d'un combat d'hommes et de femmes, et c'est que là où on ira vers l'indifférenciation. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Voilà. Ben voilà, ça y est, les femmes prennent le micro. Bonjour, Muriel Le Barbier, je fais partie de la commission sponsoring du club de basket IF, vous en avez parlé un petit peu. C'est l'autre club aussi où on se bagarre pour les femmes, parce qu'on a un club de NF1, enfin une équipe NF1, NF3 et R1, et de nombreuses équipes de jeunes. Dans le bureau et dans le comité de directeur, on est à parité, 7 hommes, 8 femmes, enfin on a un petit peu plus. Juste un petit témoignage, vous dire combien c'est difficile de trouver des sponsors, de convaincre des chaînes d'entreprise de participer à l'aventure du sport féminin, et que peut-être, on n'a pas parlé de ce terme-là, mais qu'il faut qu'il y ait de la mutualisation sur les territoires, et qu'on pourra s'en sortir qu'ensemble. Voilà, mais c'est vraiment compliqué et vraiment dur de faire valoir, faire reconnaître le sport féminin, même si derrière il y a une équipe qui nous suit, qui nous accompagne, et si on peut compter aussi sur des joueuses de qualité. C'est vraiment éminemment compliqué, donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose au niveau de la basse Normandie et du territoire Mondeville. Je pense qu'on a des choses à créer ensemble. Bien sûr qu'on est d'accord pour travailler avec Yves, on l'a dit, et on va faire tout ce qu'il faut pour qu'ensemble, on arrive à pousser les barrières qui nous gênent. Juste un petit mot pour Madame le Ministre. J'ai l'impression que vous avez été plusieurs fois première femme. De mémoire, je dirais première femme coordinatrice de l'Institut régional de médecine du sport de Rouen. Première femme, peut-être maire de Rouen. Non? Et combien de fois ça vous est arrivé d'être la première femme? Ou celle qui vous a marqué le plus? Celle qui m'a marqué le plus, je sais, c'est première femme maire de Rouen, ça c'est une certitude. Une certitude, mais je savais pas. Voilà, la médecine du sport, effectivement, je suis tombée dedans dès la première année de médecine. Alors c'était pas très classique à l'époque, c'était surtout pas du tout féminin. Et puis après. Oui, sans aucun doute, la première femme médecin du sport d'une équipe de hockey sur glace pendant 7 ans. Pas beaucoup de femmes qui vont dans les vestiaires de hockey sur glace. Mais voilà. Mais bon, je ne tire aucune gloire particulière, mais c'est vrai que, ayant toujours vécu dans ce monde du sport, j'ai eu plusieurs responsabilités. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir, surtout de parler du sport en général et la place des femmes dans le sport, tout simplement. Un petit mot sur l'Agence mondiale de lutte contre le dopage, parce que c'est une Française qui est à la tête de l'Agence mondiale, ça fait plaisir. Non, je ne préside pas l'Agence mondiale antidopage, non, pas encore. Je préside la commission santé, recherche, médecine. Et donc l'Agence mondiale antidopage, instance, donc, comme son nom l'indique, qui lutte à l'international contre le dopage. Il s'agit évidemment de lutter contre le dopage, on ne peut pas lutter frontières fermées, il faut évidemment lutter sur le plan international. Donc il y a aujourd'hui 176 pays dans le monde qui ont signé cette convention internationale de l'UNESCO pour lutter contre le dopage. Et cette agence mondiale, elle est en fait un comité exécutif de 10 personnes, 5 membres du CIO et 5 représentants des 5 continents. Donc parité dans l'exécutif, parité de financement et parité aussi, enfin alternance de présidence. Moi, je préside donc cette commission médecine, santé, recherche qui a un rôle assez important puisque nous arrêtons tous les ans la liste et les méthodes de produits dopants, les laboratoires accrédités et les projets de recherche. Et c'est à la fois une instance qui est scientifique, mais aussi très géopolitique, parce que vous imaginez les débats avant d'accréditer un laboratoire comme celui de Rio pour les prochains Jeux, ou quand il a fallu débattre pour accréditer un laboratoire aux Jeux de Sochi. Quelquefois, il y a quelques sujets où il y a quelques pays sur lesquels on considère que la lutte antidopage n'est absolument pas au rendez-vous, et on voit bien un certain nombre de sportifs aller se préparer assez loin parce qu'ils savent que dans ces pays-là, on est moins surveillé. Voilà, donc un défi pour protéger, et je dis ça vraiment à dessein, pas pour aller chercher les tricheurs, pour protéger les sportifs propres.
Merci beaucoup. C'est un beau témoignage et nous connaissions votre action, mais c'est toujours bien de la rappeler. Dans l'assistance, d'autres questions, d'autres réactions? Si tu me le permets, Olivier, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Madame. Vous parliez effectivement de la difficulté de trouver des sponsors, hein, c'est ce que j'ai bien entendu. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans ce qui se déroule en ce moment, dans la séquence qui se déroule ici à Mondeville, c'est l'ingénierie qu'on est en train de mettre pour essayer de sortir du parcours classique de la recherche de sponsors. Et quand on l'a souvent évoqué avec Olivier et Régina, ce partenariat entre Mondeville et Sport et Démocratie participe de cela. C'est-à-dire que nous avons voulu un accord gagnant-gagnant. Le Mondeville qui affiche le logo de Sport et Démocratie, c'est une première en France, c'est-à-dire qu'un club de réflexion soit affiché sur le maillot d'une équipe de haut niveau, une équipe professionnelle. Et à l'inverse, nous, Sport et Démocratie, nous pouvons vanter ce formidable élan qu'il y a eu ici avec un comité directeur qui respecte la parité, avec une femme qui dirige un club et qui n'est pas un objet de curiosité, mais qui a une véritable fonction et qui est dans son efficacité et dans son expertise, et qui nous permet de vanter justement la féminisation des instances sportives. Et le fait que nous mettions notre réseau à nous, c'est-à-dire que j'ai demandé, moi, à mes assistants, chaque fois qu'il y a des communiqués sur Mondeville, de les diffuser à la presse, à nos contacts, à travers la France, ça jette un coup de projecteur sur Mondeville, et je ne désespère pas qu'avec Caroline Auvert, vous puissiez trouver les sponsors qui permettront à votre club d'aller vers les sommets. Et je crois que c'est intéressant à travers ça, c'est de mettre en évidence qu'il faut aujourd'hui réfléchir à des solutions pour sortir des schémas classiques. C'est-à-dire que je suis un club, je vais voir le conseil général, je vais voir le conseil régional, je vais voir le ministère et demander des fonds. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des niches dans lesquelles on peut peut-être trouver des soutiens et qui permettent de faire vivre un club. En tout cas, c'est ce que nous avons souhaité mettre en évidence avec les dirigeants de Mondeville. Et nous aussi, ça participe aussi à la volonté de vouloir faire progresser la société française par le sport et pour le sport. Bonjour, je me présente, Kader Chekimani. Alors j'ai accompagné Madame la Ministre venant des terres haut-normandes, puisque je suis vice-président de la région de Normandie en charge du sport et par ailleurs adjoint au maire de la ville de Rouen. Et j'ai été bien évidemment très sensibilisé à tout ce qui a été dit et je partage la totalité des propos. Et puis dans la réflexion, je me disais là à l'instant, il y a aussi un domaine sur lequel on n'a peut-être pas attiré l'attention, même si, Madame la Ministre le disait tout à l'heure, les subventions des collectivités tendent à s'équilibrer entre le sport féminin et le sport masculin, mais quelque chose qui ne s'équilibre pas aujourd'hui, et je ne peux pas parler que du foot, mais aussi dans d'autres disciplines, c'est le traitement des joueurs, des salaires, des hommes et des femmes, avec des disparités extrêmement importantes. Le basket, le volley, le hand, et pourtant à des niveaux de pratique équivalentes, à des niveaux d'investissement équivalents, pour avoir fait aussi un peu de sport de haut niveau. Une athlète, une joueuse, un joueur, il s'entraîne 2 fois par jour, tout le temps, il consacre toute sa vie, enfin une partie de sa vie, en tout cas de sa jeunesse, pour faire du haut niveau. Et je me dis, là, dans ces réflexions, et puis beaucoup de jeunes garçons rêvent d'être un futur champion, mais parce qu'il y a aussi des conditions qui le permettent de mieux vivre quand on fait du très haut niveau. Et on doit aussi donner ces perspectives à ces jeunes filles qui puissent s'investir dans les centres de formation, et puis voilà, tout simplement à ce que cet équilibre se fasse, peut-être à ce que les garçons gagnent un peu moins et que les filles gagnent un peu plus aujourd'hui, mais cette disparité est extrêmement importante pour le même investissement, les mêmes déplacements, les mêmes sacrifices, ça pose question, et je crois aussi pour la structuration du mouvement sportif chez les femmes, pour le développement du sport féminin, ça devra en passer par là pour que tout ça s'équilibre et qu'on puisse avoir demain aussi plus de télévision, parce que le sport professionnel féminin a autant de mérite que le sport professionnel masculin. Madame la Ministre. Oui, Kader a raison, et on a vu l'exemple à Roland-Garros, où à Roland-Garros maintenant, il y a le même niveau de prime pour les finalistes de mi-quart, etc. Mais il y a eu, il y a 2 ans, un débat où un certain nombre de tennismen masculins, je ne les citerai pas ici, par respect, qui se sont élevés pour dire que c'était totalement anormal
que les filles aient des primes aussi élevées que les garçons à Roland-Garros, parce qu'elles accueillaient moins de sponsors et qu'elles attiraient moins de sponsors, donc il fallait que les primes soient plus faibles. Sans commentaire. Bon, ça aurait été bien de citer les noms, je trouve. Une dernière question? Voilà, ça vient. Bonjour, Vincent Lefrançois, je suis responsable marketing au club de football féminin à Condé-sur-Noireau. Un club qui, pour moi, n'est pas assez mis en valeur. C'est un club qui est uniquement féminin, 100% des filles qui pratiquent sont que des filles. C'est le premier club qui a sorti la première arbitre internationale au niveau du football d'Eldi Vieno. C'est un club qui aujourd'hui dans chaque catégorie double ses postes, c'est-à-dire que dans chaque catégorie il y a une femme et un homme qui encadrent les équipes. Une catégorie sur deux, c'est une femme qui est à la tête de l'équipe. Même au sein du bureau, c'est environ 50% de l'effectif qui est féminin. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un club qui est pas mis à sa juste valeur sur l'échelle régionale. Dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu qu'il y a du football. On parle beaucoup de l'AG Caen parce qu'on est dans la périphérie de Caen. Et malheureusement, à Condé-sur-Noireau, on est une petite ville de 5000 habitants. On est à quelques kilomètres de la frontière de l'Orne. Et voilà, j'ai l'impression qu'on n'existe pas. Je reviens sur les propos du monsieur juste avant. Les filles s'entraînent 3 fois par semaine. La plupart viennent de Caen. Donc elles font les déplacements, aller-retour, plus 3 séances d'entraînement. Ce qui fait une charge à peu près de 9 heures de travail, entre guillemets, de sacrifice de temps pour uniquement s'entraîner. Le week-end, on revient aussi sur des matchs où on se déplace à Bordeaux ou à Quimper. Donc on part le samedi, on revient le dimanche très tard. Et toutes ces filles sont entre guillemets bénévoles. Aucune n'est payée, aucune n'est gratifiée. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a des clubs de niveau départemental, voire régional, des clubs de niveau PH, où on arrive à avoir des joueurs qui commencent à avoir des gratifications, et que nous, au niveau du football féminin, on n'en a pas les moyens et on n'a pas les capacités, je trouve que par rapport au temps qui est passé à l'investissement de ces joueuses, c'est pas assez mis en valeur. Voilà. Je voudrais juste donner la parole à Dominique Provost, qui est à côté de moi, qui est la présidente de la commission de féminisation, qui a également joué à Condé, qui était ancienne internationale de l'équipe de France, et petite anecdote, qui a marqué aussi un but au Camp Nou à Barcelone. Là, parler un petit peu d'elle. Oui, je te remercie, Vincent, tu n'étais pas obligé de rajouter tout ça. Oui, moi, justement, je revenais un petit peu sur ma carrière, parce que c'est vrai que j'ai fait une carrière de 10 ans de haut niveau au niveau international, et 20 ans au niveau du championnat de France. Et en fait, derrière, on n'a rien, aucune reconnaissance, on n'a rien, on ne nous reconnaît pas, on ne sait pas du tout ce qu'on est. Donc c'est vrai que j'aimerais maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu différent, la médiatisation fait qu'on reconnaît les joueuses de l'équipe de France et les joueuses de haut niveau, mais c'est vrai que pour les anciennes, on n'a rien. On n'a même pas. Moi, je prenais des semaines de vacances pour intégrer l'équipe de France, Clairefontaine. On avait un dédommagement à l'époque, je crois que c'était 250 francs, mais on perdait une semaine de salaire, une semaine de vacances, une semaine de travail. J'élevais mes 3 enfants, donc c'était aussi difficile. Il y avait aussi ce problème-là. Et en fait, je n'ai rien. Et pour anecdote, j'ai été classée meilleure buteuse du championnat de France de D1. Je crois que c'était dans les années. Je ne sais pas si tout le monde était né. Oui, il y a 2 ans. Non, c'était dans les années 84. J'ai eu la bise du sélectionneur de l'équipe de France. Je n'ai même pas eu un challenge. J'ai rien. Je n'ai vraiment rien. Je ne vais pas regretter. J'ai eu un tel bonheur de jouer à haut niveau, de jouer au football, de pouvoir vivre de ma passion et maintenant essayer de retransmettre ma passion à des petites filles, à des mamans. On fait la journée des mamans, on fait la journée de la femme. J'ai tellement de plaisir à faire ça que c'est... Mais quelque part, ça reste quand même un petit regret. Voilà. Vous savez ce que vous êtes en train de me dire, je l'entends très souvent de la part de joueurs professionnels, quels que soient les sports, de joueurs amateurs. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps et dans un milieu où il n'y a pas de reconnaissance. La reconnaissance pour l'investissement, pour le parcours accompli. Et vous savez, en télé, il y a beaucoup de consultants d'anciens professionnels. Et c'est quelque chose que j'entends toutes les semaines. Toutes les semaines. Et on entend parfois à la radio avec d'anciens joueurs professionnels qui ont joué par exemple en équipe de France de football, qui ont été payés mais qui disent on n'est pas reconnus pour ce que nous avons fait. Moi je prenais pour exemple le fabuleux travail qu'on fait dans le basket avec notamment le club des anciens internationaux de basket. Ils se sont pris en main. Ils n'ont pas attendu que la fédération ou la Ligue vienne. Ils ont créé leur club d'anciens internationaux. Ils se prennent par la main, ils ont créé un site. Ils animent ce site, ils animent leurs réunions et ils sont ainsi reconnus et médiatisés. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais qu'il faut aujourd'hui avoir une ingénierie, une intelligence qui permette de pouvoir se satisfaire de ce que l'on veut. C'est-à-dire que vous n'êtes pas reconnu, mais il n'y a pas que la télé classique qui existe. Aujourd'hui, il y a de fabuleux instruments qui sont les réseaux sociaux.
Et je vous prendrai à dessein la discussion que j'ai eue très intéressante avec Marc Crouzilla, qui est le président de la Fédération française de water-polo. Il a fait un essai un jour avec France 3 pour la retransmission d'un match de water-polo. En termes d'audience, ça a été une catastrophe. Donc la chaîne a dit, terminons, on ne peut pas entendre parler de water-polo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un site internet, il a fait un deal avec Dailymotion, et aujourd'hui, il diffuse des petits bouts de matchs de water-polo, et c'est un succès sur internet. C'est-à-dire qu'il a utilisé l'intelligence pour médiatiser son sport, par des circuits qui aujourd'hui sont extrêmement utilisés et vus, qui plus est par un public jeune, qui lui ont permis de se sortir de cela. Et quand je dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre de sortir des chemins classiques, il faut se prendre par la main, se dire, s'arrêter 2 secondes, comment on peut faire justement pour trouver des solutions aux problèmes qui nous sont proposés. La médiatisation de votre club peut passer aussi par les réseaux sociaux, par Internet. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à votre service, et même bénévolement. Moi, je voudrais un petit peu rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que maintenant, au niveau international, avec l'aide de Babette Boujard à la Fédé, de Brigitte Henriquez, il y a le Club des internationales françaises qui a été fondé. Ça s'appelle, on a notre devise bleu un jour, bleu toujours. On accompagne depuis 2-3 ans l'équipe de France A sur un match, et on fait des plateaux de petites filles. Et les anciennes internationales, ça se dit pas, mais les anciennes internationales encadrent les petites filles. Et pour les petites filles, elles ont des étoiles dans les yeux parce qu'elles savent aussi qu'un jour ou l'autre, elles pourront peut-être porter le maillot bleu et d'entendre la Marseillaise sur un terrain. Et ça, c'est quand même super fun. Et c'est capital parce que c'est le lien social que vous maintenez, que vous construisez. Vous savez, nous, dans le monde du sport, on a été meurtris quand on a appris, après les événements dramatiques du début de l'année, que les frères Kouachi et Koulibaly se sont rencontrés sur un terrain de foot. Et ça, c'est quelque chose qui nous terrifie, qui m'a détruit quand je l'ai entendu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rencontrés sur un terrain de foot, mais il n'y avait pas de lien social. Peut-être que les éducateurs n'étaient pas formés, peut-être pour repérer la folie dans laquelle ils sont rentrés. On n'a pas pu identifier ça. Et donc ce lien, il est extrêmement important. C'est pour ça que ce genre de club, ou le club des anciennes internationales, ou même ce que vous faites ici à Mondeville, le fait de créer ce tissu à travers l'équipe première et ensuite les divisions inférieures, c'est capital, et c'est ça qui va maintenir justement la société dans laquelle on vit. Le lien est important et on ne doit surtout pas le détruire. Je reviens juste sur ce que vous avez dit sur la prise en main et les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'à Condé, on a développé une page Facebook qui est probablement la plus suivie sur Facebook, donc sur le football féminin, accompagnée d'un compte Twitter et d'une chaîne YouTube maintenant. Donc vous êtes suivi alors? On est suivi, mais malheureusement sans le suivi des médias, presse, télé ou radio. Non mais attendez, soyons très clairs. Ne connaissent pas nos outils de communication. Soyons très clairs. On a développé cette année un magazine qu'on a tiré à 3000 exemplaires, qu'on va développer dans toute la basse Normandie, mais on est quasiment, enfin, pour ainsi dire, tout seul. Si on n'a pas d'aide derrière de la presse écrite, de la presse radio ou encore des télés, en tout cas au niveau régional, on ne demande pas Canal+, hein, mais déjà si on peut avoir au moins FR3, un résumé de match de temps en temps, où là on a eu du mal à avoir nos résumés de match, en tout cas de donner les résultats sur les radios bas normandes. Si on n'est pas suivi derrière par cette presse, c'est compliqué pour nous de développer aussi tout seul nos outils. Si je peux me permettre, rentrez dans le 21e siècle. Vous le faites avec les réseaux sociaux. Vous ne serez jamais sur une chaîne comme Canal+, parce que vous ne serez jamais sur les chaînes comme Canal+. Vous ne serez jamais sur France 3 Région. Pourquoi? Parce qu'ils sont du 20e siècle. Vous avez des outils extraordinaires. Utilisez-les, vous êtes médiatisés. N'hésitez pas à continuer, il y a YouTube, il y a Facebook. C'est ça qui va vous permettre d'être médiatisé. Vous l'êtes déjà avec ça. Si vous me dites que vous êtes à la plage la plus vue, c'est un média formidable. En plus, vous êtes le maître de votre propre média. Ce qui est incroyable, ce qui est extraordinaire, c'est là-dessus que vous devez travailler. Et ce qui va se passer, et on s'en parlera d'ici quelques années, si on se revoit, les chaînes classiques dont vous parlez, elles vont venir vers vous. Vous êtes dans le 21e siècle. Ne plongez pas vers le 20e. Continuez, regardez devant plutôt. Vraiment. On va faire quelque chose pour vous. On va lancer un défi à Sylvain Henry Cissé. D'abord, il va retweeter sur son compte Twitter quelque chose sur le défi de Condé sur Noireau. Ça, t'es obligé de faire ça. Il va essayer de glisser. Attends. Vous vous abonnez à mon compte et je retweet. Non, je lance le défi et après, toi, tu. Donc, vous lui envoyez un truc sur son compte. Lui, il retweet. On va lui lancer le défi d'essayer de glisser un mot dans son émission quand il intervient dans les spécimens. Il arrivera bien à glisser un truc sur l'équipe féminine de Condé sur Noireau un jour ou l'autre. Je compte sur toi pour réussir ce défi-là, parce que nous avec Régina Dutac, on va les inviter à faire le coup d'envoi d'un match ici, et on va inviter tous les clubs de football féminin à venir assister à un des matchs des filles de Mondeville, et vous donnerez le coup d'envoi
vous verrez. Et on en mettra les anciennes aussi, bien sûr. Mais Olivier, nous sommes le 20e siècle. Bleu un siècle. jour, bleu toujours, on a bien Nous sommes le 20e siècle. Oui. Il faut aller vers le 21e. Oui, on ira vers le 21e, mais avec ton aide, Sylvain. T'as entendu le défi, hein? Oui. Je compte sur toi. Donc regardez tous les jeudis. Hein. Voilà. 19h40, 20h50, le spécimen sur Canal+. Tu vois, ça te permet de faire la pub de ton émission, c'est bien. Un petit clin d'œil avant de conclure, parce qu'on va se retrouver tous là-haut autour de Verre de l'Amitié, puis comme vous le voyez, la jeunesse féminine est déjà prête à venir prendre possession de ce terrain. Vous êtes d'où, les filles? Angers. Vous êtes venus depuis Angers jusqu'à Mondeville, juste pour nous voir, nous. C'est merveilleux. Mais on va vous laisser vous échauffer, et on va espérer que vous allez faire un grand match, même si notre cœur à nous battra toujours un petit peu plus pour Mondeville, on est désolé quand même. Et un petit clin d'œil à Dominique Calbry, parce que Dominique Calbry c'est un garçon, mais c'est l'entraîneur qui a permis à l'équipe de Mondeville d'accéder à la Ligue féminine, et il est avec nous aujourd'hui. C'est un éducateur sportif, bien sûr. Je ne peux pas citer tous ceux qui sont dans l'assistance aujourd'hui, mais sachez que ça nous a fait chaud au cœur de vous accueillir. On va dire un petit mot de remerciement pour le magazine Idées et l'efficience territoriale, qui est un magazine qui est partenaire de cette conférence, qui promeut les bonnes pratiques dans les collectivités territoriales en France et qui a eu la gentillesse de parler de cette conférence dans le numéro qui est à votre disposition. N'hésitez pas à faire abonner vos collectivités territoriales, c'est très utile qu'on partage tous les bonnes pratiques. Et puis, on va laisser Josiane nous dire juste un petit mot pour nous inviter au Verre de l'Amitié, parce que c'est toi maintenant la puissance invitante. Je tiens à te remercier parce que on ne pourrait pas faire tout ça sans la ville de Mondeville. On a remercié Madame le maire, mais on sait qu'autour de Madame le maire, il y a toute une équipe et que tu es la première adjointe. Donc je vais te laisser, chargée du sport, en plus, première adjointe chargée du sport, bien sûr. Je vais te laisser le mot de la fin, en remerciant bien sûr Boris, accompagné de son fan club de l'UFR STAPS de Caen, une école qui forme des gens exceptionnels, hein, puisque j'en suis issu. Oh mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Kader aussi. Et voilà, nous étions tous les deux à l'UFR STAPS, comme quoi un jour on peut bien tourner, vous voyez. On pourrait peut-être faire une vraie carrière au lieu de professeur de sport. Merci à Mélanie qui nous donne un coup de main dans la promotion du club et qui représente un peu Tendance Ouest ici. Et puis surtout, merci Valérie, parce qu'on s'est connus il y a quelques années, mais tu étais vraiment pour nous l'autorité aujourd'hui la plus importante. Et merci d'avoir été là, et on continue à accompagner ta carrière, on espère que tu vas continuer à progresser, et on poussera très fort, depuis la Normandie tout entière, puisque maintenant il n'y a plus de Haute-Normande et de Bas-Normand, il y a des Normands tout court. Donc merci à tous, et Josiane, je te laisse conclure. Oui, mais je voulais simplement dire que c'est un véritable plaisir d'avoir pu organiser cette conférence aujourd'hui autour du sport et des instances fédérales qui devraient se féminiser un peu plus. Je voudrais simplement dire que pour féminiser les instances fédérales, comme dans beaucoup d'autres domaines, il faudrait que la jante masculine laisse un petit peu plus de place de façon conviviale à la jante féminine, parce qu'on se retrouve souvent dans des conflits de femmes par rapport aux hommes lorsque l'on veut prendre une responsabilité. À Mondeville, ce n'est pas le cas. Mais je pense que dans d'autres domaines et dans d'autres continents, dans d'autres régions, ça se produit assez encore fréquemment. Voilà, merci Madame le Ministre de vous être déplacée à Mondeville. Je ne sais pas si vous connaissiez Mondeville, mais c'est une terre d'accueil. Nous serons tout à fait ravis de vous voir revenir pour d'autres débats. Voilà, nous sommes maintenant dans la même région, donc c'est vraiment un vrai plaisir de vous avoir accueillis. Merci à tous les participants, à Monsieur Cisser. Voilà, de nous avoir consacré un petit peu de son temps si précieux. J'espère qu'on n'en restera pas là et que d'autres conférences sur d'autres sujets, hein, que ce soit le sport féminin ou autre, parce que je suis à Mondeville chargée du sport, mais aussi de la santé. Hein, c'est un défi que nous voulons lancer aussi à la ville de Mondeville, hein, c'est que les Mondevillais puissent accéder au sport pour faciliter leur santé et l'entretenir. Voilà, maintenant j'en ai terminé. Hein. On ne se quittera pas sans le verre de l'amitié que je vous propose d'aller boire là-haut. Voilà. Fin du match.